Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Shebabs revendiquent l'attaque menée à Mandera dans le nord-est du Kenya. Au moins 12 personnes ont été tuées lorsqu'une bombe a explosé dans un hôtel. Le groupe terroriste somalien a par ailleurs attaqué une position de la force de l'Union africaine dans le centre de la Somalie. Au Cameroun, une enquête judiciaire a été ouverte après la catastrophe ferroviaire survenue vendredi. Elle devra permettre de comprendre l'origine du déraillement du train qui a coûté la vie à 79 personnes selon les autorités. Les recherches de victimes se sont poursuivies ce mardi. Et puis en France, le procès en appel de Pascal Sibi-Kwangwa s'est ouvert aujourd'hui. L'ex-officier rwandais a été condamné en première instance en 2014 à 25 ans de réclusion criminelle pour génocide et complicité de crime. Son procès se tient jusqu'au 10 décembre. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la ville de Mandera est visée par une attaque. Une bombe artisanale a explosé dans cette localité située près de la frontière avec la Somalie. 12 personnes ont été tuées. Les dépouilles des victimes ont été transférées à Nairobi. Le président Kenyatta a dénoncé un attentat terroriste. On retrouve Elodie Cousin à Nairobi. Elodie, l'attaque a été revendiquée par le groupe somalien les Shebabs. Oui, c'est via leur site que les islamistes Shebabs ont publié un communiqué. Ils y affirment, je cite, que 15 chrétiens ont été tués pendant l'attaque. L'objectif étant de faire fuir ces chrétiens de cette région qu'Al-Shabaab estime appartenir aux musulmans. Alors c'est vers 3 h du matin qu'une bombe artisanale a explosé dans un petit hôtel. Les officiers de sécurité sont intervenus rapidement. 12 morts et 10 blessés graves sont pour le moment confirmés, mais à l'heure actuelle, il est impossible de savoir s'il restait des personnes sous les décombres. Une équipe de démineurs était sur place cet après-midi pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres explosifs. Parmi les morts, 10 venaient surveiller les examens des élèves du secondaire qui ont lieu en ce moment dans tout le Kenya. Le président kényan a annulé son voyage prévu en Ogola en solidarité avec les victimes. Uhuru Kenyatta a rappelé que les Kenyans ne se laisseraient pas diviser, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, car ils savent que c'est ce que souhaitent les terroristes. Elodie, les autorités locales évoquent un groupe criminel qui pourrait être à l'origine de cette attaque. Oui, et c'est la première fois qu'une telle annonce est faite, une manière sans doute de cacher leur inefficacité en matière de sécurité dans cette région. Car ce matin, lorsque l'attaque a été revendiquée par les Shebabs, cela n'a surpris personne. Les terroristes s'en prennent régulièrement à Mandera. La ville est située dans un comté placé entre l'Éthiopie et la Somalie. Et cette région est surnommée pour la plupart des Kenyans le triangle de la mort. Face à cette montée de l'insécurité, les médias kenyans ont enquêté et révèlent de nombreuses affaires de corruption liées aux attentats. L'armée a peur des terroristes et intervient peu, alors que les attaques suivent toujours le même schéma. Le gouverneur du comté a d'ailleurs récemment renvoyé un nombre important d'agents de police accusés d'arrêter des suspects, puis de les relâcher moyennant de l'argent. Alors difficile pour le moment de savoir comment la situation peut s'améliorer. Le ministre de l'Intérieur a confessé lui-même lors de sa conférence de presse qu'il avait été peu briefé sur la situation et qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce qui s'était passé. Merci Elodie Cousin pour vos explications depuis Nairobi. Et puis en Somalie, les Shebabs ont revendiqué une autre attaque. Cette fois, c'est un camp militaire djiboutien de l'AMISOM, les forces de l'Union africaine, qui a été pris pour cible mardi à Belendouéné, dans le centre du pays. Aucun bilan n'a pour le moment été donné. Selon les premiers témoignages, il s'agirait d'une attaque suicide. Au Cameroun, les questions se multiplient après la catastrophe ferroviaire. Comment le train entre Douala et Yaoundé a-t-il pu dérailler? Paul Biya, qui devait se rendre sur les lieux de la tragédie, n'a pas pu faire le déplacement. Le président a demandé une enquête approfondie. Le récit en images de Nicolas Germain. Près de la ville d'Esseka, la recherche de victimes se poursuit et les polémiques enflent. Beaucoup de Camerounais attendaient les explications du groupe Bolloré. La société Camrail est en effet une filiale du géant français. Mardi, le président de Bolloré Africa Railway s'est exprimé. Il met en cause la vitesse du train. L'élément de vitesse en approche de la gare est clairement un incident qui a dû avoir un lien avec le déraillement. Le train était dans la capacité des wagons autorisés. Quelques heures avant l'accident, un pont s'était effondré entre Yaoundé et Douala. De nombreux voyageurs s'étaient rabattus sur le train et plusieurs wagons avaient été rajoutés, beaucoup trop selon certains témoins. Autre controverse sur le nombre de victimes. A-t-il été minoré? Non, répond le ministre de la Communication.
le gouvernement affirme que nous avons 76 morts et 599 blessés. Cette polémique n'a aucune raison d'être. Le gouvernement a travaillé de manière transparente. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher quoi que ce soit s'agissant de cette tragédie. Une partie de l'opposition conteste ces chiffres et réclame une enquête menée par des personnalités sans rapport avec les autorités. C'est des chiffres faux. Et ce gouvernement est habitué et coutumier du fait. C'est un gouvernement qui gère le pays dans le mensonge depuis de longues années. Mais comme on dit communément, le mensonge a de courtes jambes. Il part en premier, mais il se fait toujours rattraper. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 3 décennies, est lui rentré au pays dimanche, après une absence de plus de 30 jours. Nous vous parlions hier de ces échauffourées à Bangui devant le QG des forces onusiennes. 4 civils ont été tués, 14 personnes blessées, dont 5 casques bleus. Paris a dénoncé ce mardi des provocations et des attaques menées contre la MINUSCA. Et le chef de la MINUSCA a accusé ces agitateurs de desservir le processus de paix. On l'écoute. Les 3 choses qui sont demandées, le départ de la MINUSCA, la levée de l'embargo et le redéploiement des FACA. Mais ces 3 choses qui sont simplement contradictoires avec la situation actuelle du pays. Qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on met à la place quand la MINUSCA est partie? Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une demande responsable, mais je crois simplement que ce dont on a eu le théâtre hier est, je crois, l'expression de la mauvaise foi de ces acteurs. Et l'appel lancé par le chef d'État, précisément, de dire « trop c'est trop, je vous tends la main, tendons-nous la main ». Asseyons-nous, discutons, c'est précisément le seul appel. Or, pour beaucoup, c'est interprété comme de la faiblesse. Alors moi, je dis ceci. Je dis que la faiblesse est celle du camp de ceux qui conservent aujourd'hui des armes. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo ne s'est pas présentée devant ses juges ce mardi. L'ancienne première dame a refusé de comparaître devant la cour à Abidjan, tout comme ses avocats. Elle demande à entendre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, ou encore l'ex-patron de l'armée, le général Philippe Mangou. Le procès a été reporté au 3 novembre prochain. Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité pour des faits commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Et justement, après la crise post-électorale, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation avait été créée. Elle était chargée d'écouter les victimes et les bourreaux pour permettre la réconciliation du pays. Le rapport final de la commission a été rendu public ce mardi par le Premier ministre, une cérémonie qui intervient près de 2 ans après que celui-ci ait été remis au président de la République. Le délai interroge donc, d'autant que le bilan de la CDVR avait à l'époque été décrié par la société civile ivoirienne. Les explications à Abidjan, d'Alna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger. Renforcer l'état de droit, rendre la justice plus équitable, mieux éduquée aux valeurs démocratiques, c'est un très vaste programme que préconise la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. 72 000 victimes et bourreaux des crises ivoiriennes ont été entendus et au final, 125 pages ont été publiées. 125 pages dont rien n'a été expurgé. C'est en tout cas ce que promettent les autorités ivoiriennes, mais les interrogations restent nombreuses. Pourquoi avoir attendu 2 ans avant d'avoir rendu public ce rapport? Mieux vaut tard que jamais. Voilà la seule réponse apportée par le Premier ministre. Il assure que les préconisations de la Commission ont déjà été prises en compte. Écoutez. On n'avait pas attendu d'abord que le rapport soit totalement publié, mis en place au niveau du public. Dès lors que le président de la CDVR a remis le rapport au président de la République, nous en avons fait de l'autre au niveau du gouvernement. Nous avons commencé à la mise en œuvre. L'objectif, bien sûr, c'est de réconcilier les Ivoiriens, faire en sorte que nous repassons sur une nouvelle base et faire en sorte que les choses aillent de l'avant pour notre pays. En pleine campagne pour le référendum qui aura lieu dimanche, le Premier ministre ivoirien en a profité pour faire la promotion de la nouvelle constitution qui, dit-il, doit tourner la page de la décennie de crise. Mais la réconciliation, c'est bien, selon de nombreux observateurs, l'un des points noirs du bilan d'Alassane Ouattara. La CDVR a été un fiasco et ce rapport est une nouvelle bizarrerie, commente ainsi Doumbia Yacouba, le patron du mouvement ivoirien des droits de l'homme. Il n'y a toujours pas de véritable réconciliation en Côte d'Ivoire, conclut-il.
Au Niger, après la colère des enseignants, c'est au tour des étudiants de manifester à Niamey. Les élèves des instituts et des écoles professionnelles ont défilé dans les grandes rues de la capitale. Ils étaient plus de 15 000 selon les organisateurs, moins de 10 000 selon la police. Ils réclament le paiement des bourses et des allocations, une amélioration de leurs conditions de vie. Les étudiants dénoncent notamment les coupures d'électricité incessantes qui rendent leurs recherches difficiles. Le procès en appel de Pascal Simbikangwa s'est ouvert mardi aux assises de Bobigny. Il est le premier Rwandais condamné en France pour sa participation au massacre de 1994. Pascal Simbikangwa nie toutes les charges. Il comparaît en appel pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Le récit de Florence Tomaso. Ce mardi matin au tribunal de Bobigny, c'est en fauteuil roulant que l'accusé fait son entrée dans la salle d'audience. Pascal Simbikangwa, devenu paraplégique après un accident il y a 30 ans, est rejugé pour son rôle dans le génocide rwandais de 1994. L'homme a été le premier Rwandais condamné en France pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. C'était en 2014. La justice avait prononcé une peine de 25 ans de prison. Dès le début de ce nouveau procès, la défense a dénoncé une procédure injuste. On a refusé l'accès au dossier à notre client pendant toute l'instruction. Le dossier fait 21 tomes. Comment voulez-vous, alors qu'il est en prison, en chaise roulante, défendre convenablement un dossier quand vous n'avez pas accès à ce dossier? Enfin, c'est lamentable. Il y a des procédés qui sont utilisés qui ne font que mettre des bâtons dans les roues à la défense. Pascal Simbikangwa, membre de la police politique durant les faits, a toujours nié être impliqué dans ces crimes. Il y a 2 ans, il avait déclaré n'avoir vu aucun cadavre pendant les 100 jours au cours desquels 800 000 personnes furent massacrées. On lui reproche notamment d'avoir organisé des barrages routiers à Kigali où des Tutsis étaient filtrés puis exécutés. Les parties civiles espèrent une nouvelle condamnation. Nous abordons ce nouveau procès avec optimisme malgré tout et on espère que non seulement qu'il soit condamné, mais éventuellement qu'il soit condamné même à une peine encore plus importante. Détenu depuis 2009, Pascal Simbikangwa est aujourd'hui âgé de 56 ans. Son procès doit durer jusqu'au 9 décembre. Une cinquantaine de personnes viendra témoigner. Certaines le feront à distance depuis leur cellule au Rwanda, en visioconférence. L'accusé, lui, risque la perpétuité. Le 2 novembre prochain, cela fera 3 ans que nos 2 collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal, au nord du Mali. À ce jour, assassins et commanditaires n'ont toujours pas été arrêtés et les circonstances du drame ne sont toujours pas établies. La Société des journalistes de RFI, de France 24 et 18 autres SDJ et sociétés des rédacteurs des principaux médias de France s'inquiètent de la lenteur de l'enquête. Tous appellent les autorités françaises et maliennes à se mobiliser pour permettre à la justice de passer. Puis, à noter qu'une exposition de dessins de presse est organisée à Paris en hommage aux 2 journalistes de RFI assassinés. Elle se tiendra dès jeudi à la Maison des journalistes et s'intitule « Dessiner pour ne pas tirer un trait », en hommage donc à Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec Aude Lechrist pour la suite de Paris Direct et je vous retrouve dans 3 quarts d'heure.